Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Et aujourd'hui, nous avons une invitée. Une invitée qui va nous parler et on va échanger ensemble autour du feedback. Sans plus tarder, allons accueillir notre invitée de ce jour. Rebonjour, Karine. Bonjour Frédéric. Alors, nous sommes en live. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast, de ce bric-à-brac, comme je l'ai nommé, pour échanger, partager, discuter. Est-ce que tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter comme c'est la première fois qu'on se rencontre aussi? Ouais, avec plaisir. Écoute, je m'appelle Karine Ramé, j'ai 4 enfants, Mmh. une vie professionnelle qui a pas mal bougé. J'ai commencé en événementiel, j'ai fait de la communication hors média, du commercial, de l'accompagnement d'équipe. Et puis, il y a eu un switch il y a une dizaine d'années où j'ai découvert le co-design. J'ai découvert qu'on pouvait accompagner plusieurs équipes d'une même boîte pour résoudre des problèmes qu'ils avaient ensemble, Mmh. mais souvent qu'ils attribuent à l'autre équipe plutôt que de se remettre en question. Et voilà, donc aujourd'hui, je fais plutôt de l'accompagnement d'équipe soit transverse, soit accompagnement sur comment se dire les choses. Et le sujet du feedback a toujours été quelque chose qui a attisé ma curiosité, comme c'est le cas d'ailleurs pour les relations humaines. Comment ça marche, comment on fait qu'on s'entend bien et qu'on bosse en bonne intelligence. Je crois que c'est vraiment le fil rouge de mon parcours et me voilà ici, dans ce bric-à-brac à la bonne franquette. Bah, enchanté, ravi, et d'ailleurs, je tiens à di bah, moi, c'est Frédéric Ranganayagui, coach professionnel également et moi, je crée des concepts pour justement me permettre de rencontrer du monde, de découvrir, d'échanger et quelque part de construire aussi un peu, trouver ma voie comme toi tu l'as faite au travers de tes expériences et arriver à pouvoir dire un jour la même chose que toi. Voilà, je suis où je suis, voilà ce que j'ai fait et je suis content et je sais qu'est-ce que je peux apporter, quelles sont les questions dont je peux apporter une réponse ou au moins apporter des éclairages. Voilà un peu, je suis en cheminement vers ça. Et, et Trop pour- bien. par rapport à ce que tu as dit, moi j'ai une question tout de suite. Quand on parle de feedback, c'est pourquoi c'est si important le feedback selon toi? Pourquoi ça c'est qu'est-ce qui fait que parce que j'ai regardé ton profil, et j'ai vu que le mot feedback apparaît et non seulement tu en fais, mais tu entraînes aussi d'autres à le faire. Alors pourquoi c'est si important selon toi? Bah, c'est important parce qu'en fait, dans la vie pro, on est en relation avec les autres. Souvent, on est en relation avec les autres dans le cadre de travail d'équipe, Mmh. et on est quand et on ne s'est pas forcément choisi. Donc il n'y a pas forcément d'affinité. Cela étant dit, tu as quand même une obligation, en tout cas c'est dans ton contrat, a priori, c'est d'atteindre des objectifs de collaborer avec d'autres pour y arriver. Et dans le cadre de l'atteinte de ces objectifs-là, bah, le feedback, ça te permet d'ajuster en fait. Ça permet d'ajuster sur pas mal de choses, la façon dont tu exerces tes hard skills, donc a priori celles pour lesquelles tu as été engagé. Et puis tes soft skills aussi, c'est-à-dire comment tu réagis quand il y a des imprévus, comment tu ajustes ton comportement quand il y a des échecs ou que quelqu'un te revient pas. Voilà, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Et c'est vrai que le feedback a cet avantage-là de mettre de l'objectivité sur des jugements qui peuvent être un peu hâtifs. Et ça oblige à questionner qu'est-ce que j'ai vraiment à dire à l'autre dans le cadre du travail. C'est très différent est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un ces 4 vérités? La nuance est énorme et pour autant, bah, parfois il y a un peu une confusion entre les 2. Ce qui fait que, bah, je rencontre beaucoup de gens qui sont pas traumatisés du feedback, mais qui ont eu des soi-disant feedback un peu lapidaires dans leurs premières années de job, et qui du coup sont très précautionneux pour utiliser cette méthode-là, ayant peur de blesser en fait. Mmh. Et, et c'est bien embêtant parce que si tu n'oses pas dire à l'autre dans quelle mesure on fait bien le job ensemble ou pas, bah, c'est compliqué de collaborer. Mmh.
Et d'ailleurs, je profite pour rebondir, c'est comme ça qu'on s'est connus tous les 2 également, grâce à un post sur, le feedback et j'avais vu, il y avait quelque chose de très remarquable dans ce que tu avais dit. C'était tu as à la dans le post, il y avait une autorisation que tu donnais et ça fait lien avec ce que tu dis. C'est-à-dire quelque part, il faut s'autoriser à faire du feedback sinon, bah, l'autre, il sait pas, il peut pas deviner il peut pas lire les pensées et s'il y a pas d'information, bah, comment il fait pour ajuster? Et c'est un peu ce que tu dis finalement et je trouve ça fort quand tu l'as dit qu'il y a une autorisation à se donner et là Ouais. je vais te demander, bah, toi en tant que spécialiste, enfin je peux te dire, est-ce que tu es d'accord? Je te dis que tu es un spécialiste du feedback aujourd'hui. Si tu veux, après moi je me prends les pieds dans le tapis aussi encore aujourd'hui, hein. Je vais te dire, c'est justement ça le principe, c'est d'accepter le droit à l'erreur et de se dire: «Bah, bon, bah, là, j'ai merdé». Mais en fait, quand tu formules un truc qui est pas très à propos, c'est justement comment tu peux en fait, tu donnes un feedback en interne dans ces cas-là où tu te dis: «Là, je suis en train vraiment je suis pas dans les clous et c'est pas terrible ce que je suis en train de dire». Et donc la question, c'est quoi le rebond derrière? Mmh. Et c'est ça qui est sympa, parce que finalement, c'est du test and learn en permanence. Moi, j'ai fait de l'accompagnement, tu vois, en innovation. Et quand je parle de permission, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a tellement de complexité dans une relation que la perfection n'a pas sa place. En fait, c'est le lien qui est important. Et donc, si tu cherches la perfection et que tu fais un feedback méga léché one again, and so what, quoi. Si l'autre n'est pas capable ou est complètement dans le déni et a pas envie de l'entendre, ou si tu ne fais que des feedbacks d'amélioration et jamais de feedback positif, bah, en fait, comment dire, l'économie de signes de reconnaissance, parce que j'utilise des grilles d'analyse transactionnelle, c'est vraiment une économie je t'envoie des informations et tu m'en renvoies. Et donc, Mmh. cette danse-là, c'est comment je la nourris d'objectivité et de choses utiles. Tu vois, je réfléchissais Mmh. hier à, à ce qui fait que le feedback est un feedback et pas juste un jugement, c'est se poser la question de quoi l'autre a besoin pour bien faire son job. Et peut-être qu'est-ce qu'il voit pas. C'est-à-dire, c'est vraiment de la collaboration. Tu vois, il y a vraiment une intention de faire ensemble. Et qu'est-ce que je peux dire à l'autre qui va lui permettre de prendre du recul, voir les choses différemment, faire un pas de côté et réaliser que il y a peut-être des ajustements à faire. Mais c'est pas de juger en disant c'est bien, c'est mal, ça on s'en fout, ça n'a aucun intérêt, puis en général ça crispe. Alors oui, parfois, bah, tu merdouilles, mais à tout moment tu peux dire: «Bon là c'est» voilà, Mmh. sache que mon intention est de travailler ensemble et pas de critiquer pour critiquer. Et là, tu sais ce que je trouve intéressant quand tu parles de notion de danse? C'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question: «Mais pourquoi danser?» Et ben, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, par rapport au contrat. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui a été signé au départ, et ça voilà une raison, peut-être pas la seule, mais au moins une raison que je vois. Pourquoi danser avec l'autre? Pourquoi parler de nous au lieu de parler de «je» ou bien de «lui» et mettre les 2 ensemble? Et là où je trouve ça intéressant de se dire que, bah, c'est le contrat qui régit cette relation, et là, on a toute la liberté de se poser la question, bah, est-ce que le contrat vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de danser finalement? Ouais, est-ce que ça vaut le coup? Et puis, où est-ce que le contrat n'est pas clair? Parce qu'en Mmh. fait, il y a aussi souvent, tu vois, des situations où, ça peut être par exemple, des doublons de tâches, do tu peux avoir des objectifs, très smart, mais dans la façon de faire, je peux aller sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre qui va être, super agacé en disant: «Mais, qu'est-ce qu'elle fait à faire mon job?» Juste, c'est que c'est pas clair. Et donc si Mmh. l'autre me dit: «Bah, attends, ça, c'est à moi de le faire», ça va nous permettre de clarifier le qui fait quoi et donc de clarifier le contrat en faisant ça. Et Mmh. c'est pour ça que la danse, quand je t'écoute parler de rebondir là sur la danse, en fait, c'est vraiment une histoire de mouvement, la collaboration. Tu vois, on travaille ensemble vers un objectif. Et il y a une spécificité, en tout cas une, je pense, qui fait partie de mon accompagnement, c'est de sensibiliser au feedback interne. C'est-à-dire, avant d'être dans l'échange avec quelqu'un, c'est comment moi je me gère, comment je me parle, comment je me donne du feedback, c'est-à-dire comment je m'encourage et puis comment je me critique. Parce que parfois, on peut on est très bon, pour donner du feedback, by the book aux autres, mais on est hyper critique envers soi-même. Et puis qu'est-ce que je fais de mes émotions? Parce que tu Mmh. vois, dans une relation,
souvent quand même la première réaction, c'est de l'émotion comme on est très peu à avoir appris à s'en servir de ce truc-là, souvent d'ailleurs on dit au bureau: «Il y a pas d'émotion», mais rien du tout. Enfin je veux dire, d'où, tu laisses tes émotions à l'entrée du bureau quoi. C'est Mmh. un gros, gros, fake. Et donc c'est voilà, comment je gère le feedback interne qui va évidemment influencer le feedback vis-à-vis des autres. Et c'est ça aussi, c'est pas qu'une danse en one to one, c'est une danse de dedans dehors. Mmh. Et comment je m'appuie sur mes compétences pour pouvoir être le plus à même de collaborer avec objectivité vis-à-vis des autres. Mmh. Et là où je suis d'accord, il y a un mot où tu as dit et moi je crois en ça, c'est apprendre. Ah C'est-à-dire que oui, pour moi, le feedback et tu me diras ce que tu en penses, pour moi le feedback, pourquoi il est si important, c'est mon avis, c'est parce qu'il fait partie des un des piliers de l'apprentissage. C'est-à-dire que sans lui, il n'y a pas d'apprentissage. On ne peut pas apprendre parce qu'il est là vraiment pour aider à comprendre et pointer où est l'erreur et amener à ce qu'on fasse une différenciation entre l'identité de la personne et l'erreur que la personne a faite. Et pour moi, ça, comme tu as dit, quand tu emploies le mot apprendre, je me dis, là, je peux dire, oui, c'est vrai, ici c'est puissant parce que, et si on dit apprendre, ça veut dire que il y a le côté erreur aussi, qui fait partie de l'apprentissage et qui fait que bah, c'est dans le temps, avec des essais, des erreurs, des répétitions, de la consolidation, qu'on arrive petit à petit à développer. Est-ce qu'on pourrait dire, selon toi, que c'est une compétence ou c'est un outil? Enfin, je sais pas comment. non, pour moi, c'est vraiment une compétence parce que le réduire à un outil, c'est dommage. En fait, c'est vraiment un processus relationnel, c'est-à-dire, on travaille encore une fois, tu reprends l'image, tu vois, tu as l'équipe, tu as plusieurs personnes dans l'équipe et on bosse. Imaginons qu'on fasse équipe tous les deux et on a des objectifs qui nous ont été fixés par un manager, un créateur de boîte, peu importe. Mmh. Nous, on va y aller ensemble et on va avoir cette boucle d'apprentissage pour comprendre aussi où est-ce que l'autre est bon et où est-ce que parfois il a besoin de justement apprendre et monter en compétences et inversement où est-ce que moi je suis bonne et où est-ce que j'ai besoin de monter en compétences. Mmh. Et en fait, il y a un modèle qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est le cycle de la dépendance. En fait, il y a un parallèle entre quand tu es bébé, tu es dépendant de tes parents, tu deviens contre-dépendant quand tu es ado, indépendant quand tu es adulte, et quand tu acquiers de la sagesse au fil des années, tu deviens interdépendant. C'est-à-dire que tu es conscient de où est-ce que tu peux être utile à l'autre et où est-ce que tu as besoin des autres. Donc, c'est à la Mmh. fois demander de l'aide et en proposer sur l'endroit où tu es compétent. Mmh. Et c'est vraiment ça qui se construit en fait grâce au feedback. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce message encore une fois, ça donne de l'objectivité sur nos subjectivités. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas forcément me rendre compte que je ne suis pas bon parce que dans les phases d'apprentissage, tu as le fameux je ne sais pas que je ne sais pas. Mmh. Et quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, t'as pas tu vois, tu n'as pas dans le viseur la zone à travailler. Mmh. Donc, c'est le feedback des autres qui vont me permettre de sortir alors du déni ou l'incompétence de base et qui vont me permettre de comprendre que oui, il y a un endroit où j'aurais intérêt à progresser. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un va-et-vient qui est bah, le fameux gagnant-gagnant, on y est, quoi. Mmh. Et là, bah, je suis d'accord, bah, et là même, je dirais que ça montre, enfin, moi, ça me fait penser à ça, bah, la nécessité de l'autre dans notre propre construction. Et moi, j'ai aussi cette idée que je considère que nous sommes des animaux, peut-être plus évolués avec de la conscience, mais nous sommes des animaux et nous sommes des êtres sociaux et que ces mécanismes qui sont là, c'est pour nous aider à pouvoir survivre, à pouvoir à passer des étapes ensemble et perpétuer les lignées suivantes, et cetera. Et quand je me dis: «Ben, finalement, derrière, quand on parlait de peur, j'en vois une et j'aimerais te demander par rapport à ton expérience, quelles Mmh. sont les autres que tu as vues? Moi, j'en vois une, c'est que, eh bien, comme on est dépendant de l'autre, la pression de se dire que si on fait un feedback qui a un impact et que l'autre réagit fort, eh ben, on pourrait perdre cette relation ou même, heu se couper du lien avec l'autre et quelque part, ça renvoie à quelque chose de très fondamental. Comme on a besoin de l'autre, on est un peu dépendant des autres. Si on coupe un lien avec l'autre,
alors on met en insécurité sa propre survie, en jeu sa propre survie et je vois cette image-là et qu'est-ce que tu en penses et quelles sont les autres peurs pour toi derrière, le faire un feedback? Ouais, je comprends. Alors oui, avec cette peur-là, tu peux rester au bord de la relation, en fait. C'est-à-dire, Mmh. tu vois, dans la peur, c'est donc une émotion et le besoin, c'est d'être rassuré et dans la peur, tu peux avoir une peur qui est fantasmée, c'est-à-dire que tu penses qu'il va se passer quelque chose de grave, mais en fait, non. Que peut-être, ça t'est déjà arrivé j'allais dire dans une autre vie, mais en tout cas, avec d'autres personnes, Mmh. mais que jamais avec cette personne. Donc si c'est une peur que tu as pas complètement conscientisée dans une autre situation, elle vient te parasiter dans cette relation-là. Donc la première question que j'aurais envie de te poser, en tout cas si ça t'arrive, c'est: est-ce que ta peur, elle est fantasmée ou elle est réelle? Mmh. Et si elle est réelle, la question c'est, quel est le risque à dire? C'est-à-dire que tu dois est-ce que tu as un exemple? On va tirer un fil d'exemple si ça te va. Tu aurais un exemple de peur de dire quelque chose? Oui, ouais, carrément. Vas-y. Je vais prendre mon exemple à moi, avant ah non, moi, c'est pas un bon exemple parce que j'ai pas trop peur de dire les choses. Mais je vais prendre un exemple à moi, c'est le sens où mes collègues qui ont peur de dire quelque chose. Heu, OK. j'ai eu une collègue qui avait une mission, mais la mission ne correspondait pas à ses compétences et la relation avec, l'interface, c'est-à-dire, comment on dit ça? Chef de projet avec du client n'était pas bonne, n'était pas agréable. C'était une femme en plus. Pourquoi en plus? Parce que on sait bien qu'il y a des pressions, c'est pas il y a des enfin, il y a des gens qui sont maladroits avec la relation homme-femme et il arrive où, plus que maladroit, il y a des pressions, il y a de l'intimidation, il y a des fois de harcèlement, tu vois? C'est un sujet extrêmement lourd, pesant, à la fois pour la personne qui subit, mais aussi la personne qui voit ça et la personne en tant que professionnelle, elle n'osait pas en parler, que la relation ne lui correspondait pas et même le projet. Heu Pourquoi? Parce qu'elle avait cette pression de, bah, je suis embauchée, je suis en période d'essai. Moi, je suis dans l'informatique. Du coup, en informatique, tu as une période d'essai de 6 mois, au début pour valider et elle était assez jeune, nouvelle et peu expérimentée, pas beaucoup d'entreprises. Du coup, elle voulait ce poste. Elle n'avait pas conscience qu'elle avait la possibilité d'en parler, ni même, elle était focus et là, on revient avec la peur que tu parlais. Bah, la peur la restreint dans ses possibilités, dans ses choix, dans ses alternatives. Du coup, elle n'en a pas parlé et finalement, ça s'est aggravé. Comment? Perte de motivation, elle avait plus envie, elle faisait des erreurs, elle elle avait une boule au ventre parce que, tu sais, quand c'est le chef de projet, tu dois rendre des comptes, tu dois faire des retours clients, tu dois montrer, tu dois faire des réunions et tout ça, ça enchaîne et ça s'accumule jusqu'à explosion. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ben, la personne, elle n'a jamais pu en parler et du coup, elle a démissionné par elle-même. Et ça, c'est un cadre pour moi, ben, la peur, plus que la peur, c'est pas que la peur, c'est aussi l'ignorance, de l'incompétence aussi, que ce soit du point de vue d'elle, mais aussi du manager, de l'entreprise, du cadre. Enfin, pour moi, c'est un ensemble de raisons qui a amené cette situation de on n'ose pas parler. Et moi, je dis la peur, j'en sais rien. Comme je t'ai dit, moi, c'était ma vision par rapport à tes collègues. Oui, Et si, tu vois? parce que tu parles aussi de début de carrière pro et donc du coup, tu Mmh. as pas forcément beaucoup d'expérience, tu vois, dans tes bagages. Ce qui est étonnant dans ton histoire, c'est que par peur de mal faire ou en tout cas de dire que c'était pas facile, elle a fini par partir d'elle-même. Mmh. Donc en fait, si je tire le fil du risque, elle ne disait pas pour, justement ne pas être, identifiée comme pas forcément au niveau, mais pour autant le risque s'est révélé être, réel puisqu'elle a décidé elle-même de partir. Donc Mmh. le truc, c'est que, OK, le risque, c'est, imaginons, si on reprend le point de départ où elle se dit: «Est-ce que je suis au niveau, pas au niveau?» Mais en réalité, c'est pas, elle aura pas la réponse seule. Donc elle est obligée d'aller demander du feedback aux personnes avec qui elle Mmh. travaille et la période d'essai, elle est faite pour ça. Elle est faite pour,
identifier à quel point, a priori, je suis dans les clous, et puis si je ne le suis pas, il me reste du temps pour montrer que je suis capable et que j'ai de la volonté, et que même si je ne suis pas complètement compétente, je progresse. Donc, il y a vraiment un avantage à aller dire parce que du coup, ça permet de montrer aussi qu'on est inquiet, qu'on a envie de donner le meilleur de soi-même. Donc c'est plutôt, ça montre aussi les soft skills et la transparence, en tout cas l'aisance à parler et à dire quand ça va pas, qui peut être assez réconfortant pour le manager. Donc c'est vraiment, tu vois, le risque. Et encore une fois, ok, elle n'osait pas dire de peur de pas savoir comment dire ou de faire un faux pas, etc. Mais en quoi c'est un problème de pas dire? Mmh. Eh ben, en fait, en quoi c'est un problème? Elle ne sait pas comment elle est perçue. Donc, elle va passer sa période d'essai en étant passager clandestin d'une certaine manière. Elle n'est pas actrice de cette période d'essai. Et c'est vraiment dommage. Parce que vraiment, enfin, après, évidemment, il y a plein de facteurs qui sont un peu complexes, dont on n'a pas la maîtrise dans cette histoire, puis on n'a pas la personne en face de nous. Mmh. Mais il y a quand même cette histoire de période d'essai qui est un essai de quoi? D'un ajustement en réalité avec les compétences que j'ai en arrivant pour ce job. Et puis, il y a à la fois sur les hard skills, mais encore une fois sur les soft skills d'affinité avec l'autre. Et ça s'ajuste. Ça Et s'ajuste. tu sais quoi? Quand je t'entends parler, je me dis, moi, quand c'est arrivé, j'étais très jeune, aucune compétence, moi aussi j'étais nouveau. J'étais un petit bébé sur un bateau grand, c'est pas trop, tu vois? Comment réagir, tout ça. Et en fait, quand je t'entends parler, je me dis, en fait, tu vois le discours que tu tiens, normalement, ça serait quand c'était une entreprise assez, conséquente, assez grosse, et on peut se dire qu'il y a toujours une personne qui accueille, qui fait l'onboarding. Je sais pas si tu vois? Toujours, Ils mais appellent ça ils appellent ça l'onboarding, où on t'accueille, on t'explique un peu comment ça va se passer, limite on te donne, quelques informations sur l'entreprise, sur les collègues, et cetera. Eh bien, le discours que toi tu as tenu là, je dirais que ce serait tellement plus bénéfique si eux, ceux qui font l'onboarding, avaient ce discours-là. C'est-à-dire d'expliquer qu'est-ce que c'est que la période d'essai? Pourquoi elle est importante? Que vous avez le droit de dire ce qui ne va pas parce que vous avez tu vois ça, cette connaissance, je crois sincèrement qu'on n'a pas tous. On n'a pas cette conscience de ce que toi tu sais là, de ce que tu viens de dire, tu vois? non, ouais, je comprends. Et en même temps, tu vois, c'est vraiment dans tes premières années, c'est effectivement, c'est quoi ta culture de la relation, en fait? C'est-à-dire, Mmh. OK, il y a des boîtes qui sont plus ou moins, il y a l'onboarding qui est plus ou moins bien fait, avec plus ou moins d'attention. Après, c'est pas forcément la culture de la boîte, d'ailleurs, ça peut être lié à la personnalité de la personne qui t'accueille. Mais néanmoins, tu as du bruit? Ah non, c'est bon. J'avais C'est un bon? bruit, c'est bon. OK. Mais après, c'est comment tu t'habitues à dire, parce que imagine que, OK, disons que ce soit, la faute de la personne qui fait l'onboarding, qui est pas très ouverte, et cetera. Donc tu dis rien pendant ta période d'essai. Mais une fois que tu es confirmé, alors quand est-ce que tu dis? En fait, Ça passe tu as besoin de savoir où tu mets les pieds. Si tu vas signer un contrat dans une boîte où tu vas y rester, tu as l'intention de passer en CDI, bah, faut quand même que tu saches où tu fous les pieds. Et quand tu poses des questions et que tu observes et que tu essayes d'ajuster, en fait, ça s'appelle l'imago, c'est-à-dire que toi, tu arrives avec ta culture, avec tes expériences passées plus ou moins importantes, ou ta projection de c'est quoi le monde du travail. Et puis, tu demandes, en fait, tu ajustes ta projection du monde du travail avec là où tu es. Et tu as besoin de savoir si ça te va, en fait. Et en mmh. posant des questions, bah, c'est un bon moyen de savoir. Et là, bah, je me rends encore plus, bah, je suis content que tu tiens ce discours aujourd'hui pour ceux qui qui vont passer ou écouter après. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce discours-là souvent. On n'a pas la chance de pouvoir côtoyer quelqu'un comme toi qui a un discours qui permet de se dire, de se poser la question, d'amener l'autre à se dépasser, d'aller l'autre à se remettre en processus de recherche, d'aller chercher de l'information et sur un sujet important qui est le travail, parce que, on peut rester longtemps dans un travail, hein, et là quand Tellement. Et tellement. Et réalise quand même qu'on y passe quand même. Et tu vois, c'est marrant. Dans mon parcours, je ne te l'ai pas précisé, mais
Avant, donc je faisais de l'événementiel. Donc j'emmenais les gens s'amuser, quoi. En gros, faire des sports incroyables. J'emmenais des traders faire de l'hélico ou de la Formule 1. Enfin bon, bref, c'était une autre époque. Et en 2009, je sais pas si tu te souviens de ça, mais tu es plus jeune que moi. En 2009, il y a des gens qui sont suicidés chez France Télécom. Tu vois, je me suis dit, attends, comment c'est possible que des gens qui bossent soient dans un tel mal-être qu'ils en viennent à cet acte atroce? Comment c'est possible? Et donc, c'est vrai que moi, j'aborde le truc où je me dis, bah, on a quand même des vies de famille, on vient d'une famille qui est plus ou moins sympathique, on a des relations intenses, etc. La vie, c'est pour être joyeux, enfin, d'essayer d'être joyeux le plus souvent possible. Donc, comment tu fais pour aller bosser le matin en étant content? Dans la mesure du possible. Donc, c'est qui tes alliés? Il y en a, ce ne sera pas tes alliés, mais au moins, si tu as une communication qui est objective, masso menos, si tu fais le job, ça devrait bien se passer. Après, tu vois, les 3%, il y a Zobrist qui faisait partie des têtes de proue des entreprises libérées, disait dans les entreprises, il y a 3% de connards. Bon, je pense qu'il a raison. Franchement, en fait, les gens sont profondément, en vrai, sont gentils. Ils sont gentils, ils veulent bien faire. Alors, ils ont peut-être été blessés dans des vies avant, etc. Et donc, ne sont pas forcément faciles d'accès. Mais en vrai, si tu es bon esprit et que tu as envie de faire avancer le schmilblick, ça va, quoi. Et c'est un bon moyen de grandir professionnellement, tu vois? Quitte à être au boulot, bah, ouais, autant grandir professionnellement. Et si tu as vraiment quelqu'un de méga retors en face de toi, eh ben, tu vas apprendre à le gérer ou pas. Mais tu sauras quel est ton niveau de résistance ou d'adaptabilité à ce type de profil. Et peut-être que dans une autre vie pro, bah, tu en retrouveras un sur ton chemin, peut-être un peu plus retors que la fois d'avant. Mais tu auras appris des expériences passées et tu sauras quelle attitude, tu vois, justement, comment la gestion de l'émotionnel peut t'aider, prendre un peu de distance, relativiser, etc. Et toujours se dire en quoi c'est un problème. Tu vois, qu'est-ce qu'on est en train de régler comme problème? Parfois, ça peut être ça se fait pas, qui est plus du ressort de l'éducation. Mais en réalité, dans une boîte, bah, l'éducation, c'est pas vraiment le sujet, en fait, hein. Tu vois, il y a des boîtes où, bah, tu es en retard, c'est pas très grave. Donc tu pourrais dire: «Il faut absolument que je lui donne un feedback en lui disant le c'est en retard, c'est insupportable». Bah oui, mais en fait, si culturellement dans cette boîte-là, ça se fait, eh ben, ça se fait. Et est-ce que c'est un problème? Si c'est un problème, pour qui? Et là, tu as un truc, là, potentiellement, tu as un fil à tirer pour donner du feedback. Là, je dirais, clairement, les questions que tu amènes, la réflexion et le raisonnement que tu apportes, je ne suis pas certain que des managers, des chefs d'entreprise, des dirigeants ont ces notions-là. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment une question d'éducation à faire. Et là, pour moi, si, c'est vraiment une éducation, de la formation au moins, du moins, à mettre en œuvre parce que on n'est pas au courant, on ne sait pas, on est ignorant, que ce soit les consultants eux-mêmes ou même les managers ou même les directeurs. On n'a pas ces notions-là. Je crois personnellement qu'ils se forment déjà. Il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais comme c'est de l'apprentissage, selon moi, ça prend du temps. Et ce temps-là, je ne suis pas sûr que les entreprises parfois investissent parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Et des personnes comme toi, ça permet d'apporter une certaine clarification sur qu'est-ce que cela peut faire gagner et ne pas perdre. Tu sais, par exemple, si on parle d'un point de vue santé, tu parlais des gens qui se suicident. Je rappelle le numéro 3114, gratuit, accessible, anonyme, si jamais il y a des gens qui en ont besoin. C'est français, c'est gratuit, on peut appeler 3114, numéro du suicide en France. Et par rapport à ça, ben, eh bien, euh, c'est énorme. Ça touche des sujets qui est le décès, la perte d'un collègue. Tu vois, il y a énormément de questions qui sont rattachées, dont on n'est peut-être pas assez formé ou éduqué sur le sujet. Tu vois? Ah ouais, après, à la décharge, déjà, enfin, moi, franchement, je trouve que de nos jours, il fait pas bon d'être manager parce que quand tu regardes LinkedIn, ils ont une avalanche de qu'est-ce que tu dois faire, mon gars, pour être au niveau, c'est juste déprimant. Mhm. À leur décharge, les gens qui sont managers aujourd'hui, ils n'ont pas grandi dans une société où on avait cette culture-là. Le feedback, ça vient des États-Unis.
Tu regardes comment est gérée l'éducation aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a nous en France. En France, on est tous en randonnion à écouter un prof et on se tait. Donc déjà, rien que ça, si tu veux, culturellement, les managers aujourd'hui, ne serait-ce que dans les familles, on avait l'éducation positive n'était pas encore passée par là, ne serait-ce que dans l'éducation qu'ils ont reçue dans leur famille et puis après dans l'éducation qu'ils ont eue dans leurs études, c'est pas quelque chose qu'ils ont développé. Donc c'est hyper compliqué pour eux parce que ça veut dire que, tu vois, enfin, n'importe qui se met à, je sais pas, moi, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie et que tu t'y mets à 50 ans, bon, bah, tu vas être naze au début, mais c'est pas grave. C'est juste, tu vois, quand les gens disent ah, je suis nulle, bah oui, mais tu as essayé combien de fois? Je me suis mis hier. Bah ouais, bah non, en fait, tu es nulle quand ça fait 15 ans que tu fais le truc et que tu n'y arrives pas. Tout ça pour te dire que oui, c'est un changement, complètement d'accord. Et c'est un changement de comportement. Et en réalité, un changement de comportement, tu vois, moi je prends souvent l'image de se mettre au sport ou se faire un régime alimentaire, bah, c'est galère. Et ça se fait pas tout seul. Le problème aujourd'hui, c'est que de mon analyse de ma fenêtre, vue de ma fenêtre en tout cas, c'est que les formations pour les managers au feedback, ils y vont tout seuls. Et en réalité, ils reviennent. Donc, la boîte a claqué de l'argent, un budget pour une formation, et ils s'attendent à ce que la personne, elle revienne de formation, elle change, et qu'elle transmette son savoir à ses équipes. Mais attends, entre le moment où on t'explique comment faire un feedback et le moment où ça devient quelque chose de pas naturel, mais en tout cas pas trop prise de tête, si tu es tout seul à mettre en place et ça prend du temps. En fait, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que le truc est c'est un peu faux cul, je trouve, de croire, de laisser croire qu'une formation de 2 jours, mais je te dis ça sur le feedback, mais ça marche sur toutes les soft skills, hein. La CNV aussi, c'est pareil. Si tu vas faire une formation en assertivité, sur l'intelligence émotionnelle, entre le moment où tu comprends, et donc tu sors de je ne sais pas que je ne sais pas, mais en gros, tu sais que tu sais pas. Et avant de passer à je sais que je sais, bah, il te faut des partenaires de jeu, en fait. Parce que tu as besoin de ton droit à l'erreur, justement, et t'entraîner en étant en confiance avec d'autres personnes. Donc, tu vois, il manque un trou dans la raquette, mais énorme. Énorme. Et oui, les managers, ils font ce qu'ils peuvent. Il y en a des super gentils qui essayent de donner du feedback. Alors, tu vois, c'est pareil, s'ils ont une éducation où tu critiques pas trop ou alors tu critiques de manière hyper trash, bah, qu'est-ce qu'ils font de cette éducation-là si, entre-temps, ils n'ont pas été formés au feedback et qu'ils n'ont pas été accompagnés derrière. Donc, ouais, les formations, quelles que soient les soft skills, devraient normalement être suivies d'un coaching sur la mise en pratique. Et c'est ça qui pêche. Et tu sais, là, de notre discussion, il y a quelque chose qui émerge, c'est-à-dire que cette question de feedback, pour moi, ben, elle est très complexe et elle a un niveau d'incertitude selon l'entreprise, la taille, les personnes, le niveau de compétence des personnes et finalement, ça pose des questions aussi sur, l'organisation de l'entreprise et je voulais te poser une question. Est-ce que, selon toi, les forma pas toutes les entreprises, mais certaines formations qui sont prêtées de feedback, 2 jours par exemple. Est-ce que c'est pas juste pour dire qu'on a formé le manager au lieu de dire qu'on veut un réel changement? Tu J'ai pas encore la réponse. Il se trouve que là, justement, tu vois, j'ai que pas mal communiqué sur LinkedIn parce que je voudrais justement vraiment me concentrer sur ce sujet-là. Moi, j'ai un cerveau extrêmement divergent, donc je suis capable de changer de métier du jour au lendemain si j'ai un truc qui m'intéresse. Et donc, j'ai décidé cette année de me concentrer là-dessus. Et très honnêtement, je suis pas complètement sûre que les services RH aient conscience de l'insuffisance de la formation. Je pense pas, parce que quand tu regardes les bénéfices attendus, tu vois, dans les sites qui vendent des formations au feedback, bah, ils te disent que les mecs, les nanas, en sortant, c'est OK, capable de quoi. donner un feedback et d'en recevoir. Ils ont fait trois mises en situation fake et vas-y, c'est bon, Bibi, tu peux y aller. Mais pas du tout, c'est juste horrible. Enfin,
tu vois, c'est comme si on te disait un pouvoir magique, mais tu sais pas t'en servir. Donc, Mmh. tu as compris, on t'a montré à peu près, puis maintenant, vas-y, mon gars. Donc, ouais, je pense que c'est voilà, c'est un système qui est bien foutu, qui se conforte dans l'idée qu'une formation suffit. Moi, ce que je vois, parce que ça fait en 2022, en fait, j'ai créé un truc qui s'appelle les ateliers Comment se dire. Et tu vas te marrer parce que je suis en train de, justement de faire le post-mortem de ce truc-là. Ce qui me fait rire, c'est que je suis allée dans les boîtes en disant aux managers, je vais vous apprendre à donner du feedback avec vos équipes et puis ça va prendre, ça va être génial, etc. En fait, la déconvenue et en même temps, et après j'ai un côté un peu naïf, c'est que je mettais les managers dans des situations vraiment inconfortables parce que eux se retrouvaient à apprendre en même temps que leurs équipes. Or, un manager en France, il est sachant. Voilà. Mmh. Donc en fait, je les mettais dans des situations assez inconfortables. Donc c'est pour ça que j'ai rétro-pédalé et que maintenant je dis, bah, faisons des groupes de co-développement sur le feedback entre managers, Mmh. et même voire pas de la même boîte. Comme ça, vous allez avoir un endroit un peu safe. Vous allez pouvoir vous prendre les pieds dans le tapis et raconter vos galères. Parce que c'est vrai qu'après, tu as quand même l'image de marque, entre guillemets, tu vois, dans l'entreprise. Donc, Mmh. je cherche. Ce que je constate, c'est que c'est un sujet qui est en fait éminemment complexe. Ça touche à la confiance en soi, ça touche à la réputation que tu as dans la boîte. Et il faut dealer avec ça. Donc, comment je crée des conditions suffisamment sécurisantes pour que les personnes aient envie de partager leurs erreurs et pouvoir s'entraider sur une façon de faire meilleure, tu vois. Mmh. Ça s'appelle du co-développement, mais franchement, sur ce sujet-là, je te dirais, je te dirais s'il y a vraiment une envie. Ce que je sais, en tout cas, et que j'observe, c'est que les gens perdent du temps à pas se dire les choses Mmh. euh, et perdent en productivité. Mmh. Et Et ça, je me dis, c'est suffisamment emmerdant pour faire quelque chose. mmh. Et tu sais, j'aime bien ton parcours là que tu as décrit parce qu'il montre vraiment ce que tu as dit au tout début, c'est-à-dire test and learn, et change. C'est vraiment, en fait, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que toi, non seulement tu le dis, mais tu fais ce que tu dis et ça, j'apprécie beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que parler, dire: «Il faut tester, essayer, en apprendre et modifier». C'est quelque part un peu l'agilité, ces notions C'est une d'agilité et absolument. ça demande quand même, certaines connaissances, certaines, enfin un accompagnement aussi, enfin une éducation aussi à ça bah, toi, bah, dans ton parcours, tu as montré que tu as appliqué ça et tu as pu faire évoluer en fait, c'est ça que j'aime beaucoup parce que tu es parti de quelque chose, d'un point de départ et en faisant avec, l'histoire des managers qui étaient dans des positions inconfortables là, avec quand tu dis ça, j'imagine, je le vois très bien que c'était inconfortable. Non, mais j'ai tous les cas de figure. J'ai eu le cas de figure où le manager était pas dispo, donc la première fois, je me dis: «Bon, bah, c'est vrai qu'il est vachement pris et tout», puis la deuxième fois, je me dis: «Non mais, il y a peut-être un et puis en fait, mais ça, tu vois, c'est des biais c'est intéressant parce que, et moi, je suis en supervision depuis des années et la supervision, elle me permet aussi de prendre du recul et de voir ce qui dysfonctionne dans ma façon d'exercer mon boulot. Mmh. Parce qu'en fait, souvent, ton travail vient te chercher sur des sujets psy à régler en réalité, mais bon, ça, faut faire de la supervision pour le voir. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'est qu'effectivement, ce temps de ah attends, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Euh, tac tac tac. Ah non, je vais pas le retrouver. Je vais pas le retrouver. Ouais, si, voilà. Et c'est de me rendre compte de la redondance, tu vois, enfin, le fameux pattern. C'est s'ils viennent pas et qu'il y en a plusieurs qui viennent pas à ces ateliers, qu'est-ce qui fait que? Et d'aller chercher des explications. Et en fait, j'ai mis du temps à avoir le feedback parce qu'en fait, ils ne voulaient pas me le dire, parce que c'est gênant en réalité. Et donc, ça a pris du temps. Tu vois, j'ai fait le premier atelier, j'ai accompagné l'équipe sans le manager et 1 an plus tard seulement, en disant, tiens, au fait, est-ce que tu étais à l'aise avec le point? Donc, tu vois, c'est difficile parce que je viens bousculer la posture du manager en faisant ça. Mmh.
Et c'est compliqué d'avoir l'ego au bon endroit. Après, l'ego, il peut être au bon endroit, mais au moment où moi j'arrive faire les ateliers, bah, l'ego, il est peut-être chamboulé par, je sais pas moi, la mère de la personne qui l'emmerde, ou sa femme, ou ses enfants. Tu vois, c'est aussi, tu es plus ou moins bien dans tes pompes selon tes phases de vie. Donc voilà, moi je fais un peu, enfin, un peu reset sur la façon d'interagir avec les autres. Et donc, je viens challenger la posture d'apprenant, alors que, bah, encore une fois, quand tu es manager, tu es sachant. Donc, Mmh. c'est comment je prends soin de ça, parce qu'il faut de la sécurité psychologique pour pouvoir changer ton comportement. Mmh. Ça, c'est la clé. Et tu sais, ça doit pas être évident, de faire ce travail d'ailleurs, il faut le dire. Heureusement qu'il existe des outils comme la supervision, le mentorat, parce que, seul, on ne peut pas, et ça revient au feedback finalement. C'est grâce à la supervision, au mentorat qu'on nous donne de l'information, qu'on nous Mmh. pointe des zones qu'on n'a peut-être pas vues, qu'on n'est pas, ou des fois c'est encore plus marrant, c'est que on le sait inconsciemment, il est là, mais on passe à côté parce qu'on a d'autres choses dans la tête et on a besoin de déposer d'abord pour pouvoir ensuite pouvoir avoir de l'espace pour pouvoir regarder à côté. Et ça, c'est fort aussi de se dire que, bah, on n'est pas seul en tant que toi, en tant qu'accompagnatrice ou quel est ton intitulé? C'est du coup, comme tu es spécialiste du feedback aujourd'hui, Bah, tu te le nommes problème, comment? si tu veux, c'est que moi, j'ai été formée au coaching en 2013. Aujourd'hui, tu dis coach et les gens lèvent les yeux au ciel en disant: «Ah ouais, tu es coach». Bon, les gars, écoutez, moi, quand j'ai fait mes formations, il y avait très peu d'écoles. On apprenait pas en ligne, on mettait en application, ça durait plusieurs semaines. Enfin, bon, OK. Anyway, mais donc, coaching d'équipe, en général, je précise que je fais du coaching d'équipe parce que le feedback, c'est un fil que j'ai tiré, mais j'essaye de faire plusieurs métiers. Parce que je trouve que justement, bah, moi, ça me force à travailler la posture. C'est-à-dire qu'en coach d'équipe, je vais accompagner sur la vision, le plan d'action, l'itération du plan d'action, s'il y a des imprévus, etc., Mmh. la répartition de qui fait quoi, nanana. Donc, je les aide à structurer leur collaboration. Et en accompagnement sur le feedback, je vais avoir une posture un peu plus de sachant, justement. Et je trouve Mmh. que c'est intéressant d'aller, et j'ai une autre casquette, mais rien à voir. J'accueille des séminaires chez moi. J'ouvre Ah! ma maison à des équipes qui ont besoin de faire un séminaire. Donc là, je sers les gens. Là, Mmh. j'ouvre chez moi et je leur sers le petit déj, et parfois même je fais le déj et je les sers à table. Et parfois même, Ah! je fais ça et l'après-midi, je leur fais un atelier de coaching. Donc c'est hyper intéressant parce que tu vois justement, bah, la difficulté de, ne serait-ce que dans le cadre de cette journée-là, de changer de posture. Et ben, il y a des gens qui vont changer de posture aussi vis-à-vis de moi. Mmh. Et donc moi, ça me fait expérimenter des façons de me conduire par rapport à un groupe qui sont différentes. Et Mmh. donc, cette agilité comportementale, justement pour aller travailler l'ego, est-ce que moi j'ai besoin de reconnaissance ou est-ce que je suis bien? Bah, d'aller flirter avec la posture de servir les autres. Moi, ça me donne une indication sur comment je vais, tu vois, par exemple. Je sais que les journées séminaires, je vois à quel point je suis capable de servir, d'être disponible pour le groupe qui vient que je connais pas. Ou si Mmh. j'ai une pointe d'agacement, je me dis bah tiens, j'ai peut-être pas fait assez de données de formation, et donc je vais trouver des contrats, tu vois, pour avoir la posture un peu plus. Donc je rééquilibre comme ça, mais j'aime naviguer d'une posture à l'autre, parce que je trouve que c'est extrêmement riche. En connaissance de soi et en agilité vis-à-vis des autres. Mmh. Et en Mais compréhension des problématiques des managers que j'accompagne aussi, tu vois? tu sais, ce que moi je vois quand tu me racontes ça, c'est que quelque part, tu es en train de dire que, enfin, tu me diras ce que tu en penses après, hein, mais quelque part, tu es en train de dire que toi, ces expériences que tu vis et que tu crées, que tu conçois et qui t'amènent une certaine flexibilité, ça qui t'obligent à avoir une certaine flexibilité, eh bien, ça nourrit tes références, tes référentiels, tes échelles, on peut même dire ta bibliothèque interne et ensuite ça te permet, toi, d'avoir la possibilité de choisir, d'adopter telle ou telle posture par rapport à telle ou telle personne ou telle équipe et quelque part, faire cela, c'est affronter l'incertitude,
c'est faire Mmh. face, à l'imprévisible. Mais comme tu as vécu plein d'expériences et que tu as développé ta bibliothèque ou tes représentations internes, eh bien, tu es plutôt sereine à affronter ces incertitudes-là et ça te permet, toi, finalement, de grandir encore plus. Parce que plus on apprend, plus c'est facile d'apprendre parce qu'on fait plus d'associations et ça développe quelque part tes réflexes que tu as et pour moi ça, c'est une des caractéristiques d'un expert. C'est-à-dire de Mmh. pouvoir, vraiment intuitif, déceler la problématique et pouvoir s'adapter en fonction de toutes les expériences qu'on a eues, en se basant plutôt sur l'expérience qu'on a eue et les connaissances qu'on a et faire son micmac là, un peu comme on a fait là aujourd'hui, à la bonne franquette, tu vois? C'est-à-dire, c'est ça pour moi un expert, c'est-à-dire, il arrive, il a tellement vécu, il a tellement fait de choses, il a tellement appris, qu'il se repose là-dessus pour pouvoir affronter les choses qu'il ne sait pas, les choses donc qui le dépassent mais avec ce qu'il a avec sur quoi il s'appuie, il peut avancer avec sérénité parce qu'il sait comment s'y prendre quand il ne sait pas. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je t'ai dit? Mais ouais, déjà, j'adore la bibliothèque d'expérience parce que tu vois, j'ai été une ou 2 fois interviewée sur, le nombre de métiers que j'ai fait et tu vois, j'ai été aussi assistante de Michael Youn qui est un pote, Non, enfin c'est vrai? bref. C'est celui qui a fait, les films, comédie, qui a fait, Ouais, Pas la bah, il a main. exact Oui, oui, OK, ça a génial! été mon 1er client quand je me suis mise à mon compte il y a 20 ans, tu vois? C'est vrai? Donc Attends, c'est incroyable! c'est rigolo et en fait, ce que je me dis, c'est que cette bibliothèque, je l'utilise pour, développer mon humilité, face aux autres. C'est-à-dire, moi, dans mon métier, je peux pas me permettre d'être dans le jugement parce que ça va parasiter mon accompagnement. Donc d'avoir de la curiosité, de l'ouverture sur la difficulté des uns et des autres selon un contexte. Et si en plus moi j'ai vécu des galères comme ça, c'est pas tant d'aller chercher mes expériences chez les autres, mais c'est de découvrir en fait selon le contexte, même moi toute seule à mon échelle, le nombre d'expériences que j'ai vécues. Donc l'autre, j'ai aucun a priori à avoir. Voilà, c'est ça. C'est pas tant de jugement, c'est les a priori. C'est je connais pas sa vie, je connais pas son contexte, et donc ouais, j'ai de l'ouverture à l'autre et de la curiosité sur sa situation. Mmh. Et ça, c'est important quand tu fais de l'accompagnement. Et ça t'a pris combien de temps? Parce que là, toi, tu as quelques années d'expérience, si j'ai bien compris. Ça t'a pris Ouais. combien de temps pour avoir ce discours-là? Celui que tu viens de tenir? Ah, écoute, bah, tu vois, 2013, j'ai démarré le coaching. Ouais. 2017, j'ai fait du co-design. Donc là, j'accompagnais donc plusieurs équipes au sein d'une même boîte qui avait un problème commun. Donc avec beaucoup d'innovation collaborative et donc apprendre plein de méthodos, et cetera. Donc ça a été un gros switch aussi. Et puis après, me spécialiser sur l'histoire du feedback. Je pense que je dirais, il y a bah, les ateliers Comment se dire, quand je les ai modélisés, c'était déjà le fruit de ce travail-là et c'était en 2022. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Mmh. Mais quand j'ai regardé dans le rétro, à cette époque-là, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, toutes ces expériences, elles me servent aujourd'hui». Mmh. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie, de t'applaudir, bravo, tu peux en être fier, parce que c'est incroyable d'arriver à tenir ce discours aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir, enfin, c'est-à-dire que je suis content d'entendre ces mots-là. C'est-à-dire d'arriver à voir quelqu'un, en plus, qui est ouvert, qui fait ce qu'elle dit et enfin, qui dit des choses, qui fait ce qu'elle dit, qui montre qu'il faut, apprendre, il parle et qui atteint un discours qui dit: «Eh bien, je ne sais pas tout de l'autre et il faut questionner, il faut s'intéresser pour pouvoir aider l'autre et en aidant l'autre, on s'aide aussi et il y a une relation gagnant-gagnant et ça pour moi ce discours-là précisément, ça me fait du bien de l'entendre. Ça fait plaisir, tu vois? Parce que je reconnais ça, je reconnais ces idées-là. Pour moi, c'est des idées fortes sur lesquelles on peut se construire, on peut démarrer une vie différente de ce qu'on a aujourd'hui peut-être ou c'est une alternative, en tout cas, c'est un choix possible et ça, j'aime bien quand les gens le disent parce que, heu,
moi personnellement, d'où je viens, je n'ai pas eu cette opportunité, cette chance de pouvoir entendre ce que tu dis là, souvent. Ouais, Oui, j'ai été obligé d'aller chercher, j'ai été obligé d'affronter vents et marées pour trouver ces idées-là. Mais toi, là, tu le dis euh, de manière simple, de manière. En plus, c'est ton parcours qui t'a amené à dire ça. Ben, ça, c'est beau à entendre. Moi, j'aime entendre ça. Ça fait plaisir et tu peux en être fier. Et ça vaut énormément, ça, de connaître ça. Tu vois? Et puis, on le voit, comment tu en parles, ben, ça a un peu changé ta vie, ta façon de voir le monde. Et ça fait. J'ai l'impression que tu es quand même contente d'arriver à là aussi, tu vois? ouais, je suis contente de faire ce que je fais et je pense que je le fais plutôt bien. Donc, tu vois, moi, enfin, j'ai toujours cherché un job où être utile. Hmm. Parce que voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Mais, et puis c'est vrai que si tu regardes l'actu aujourd'hui, j'ai mon côté un peu militant où je me dis, bah, de mettre de l'ouverture à l'autre et développer l'écoute des uns et des autres vis-à-vis des uns et des autres. Mon Dieu, que c'est essentiel en fait, Hmm. c'est essentiel. Et ça s'apprend parce que, tu vois, on a parlé de la peur, mais la peur, elle peut nous jouer des tours. Et aller tirer le fil de la peur et de se dire, bah tiens, de quoi j'ai vraiment peur? C'est quoi le risque? Et si je faisais ça, est-ce que ça diminuerait le risque? C'est d'apprivoiser ses peurs, je pense que c'est un des leviers qui est super important. Et tu vois là, pour moi, tu es une experte. Pourquoi? Parce que là, tout de suite, si on parle de peur, tu as tout de suite les questions qui y sont amenées. C'est quoi le risque? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pire du pire? En fait, tu as tout de suite ce réflexe qui vient. Et ça, tu vois, bah, si on fait un questionnaire, un sondage, combien de personnes ont ce réflexe de se dire, et même quand tu sais que la peur, elle tétanise, elle peut bloquer la réflexion. Et là, bah, tu te rends compte que seul, si ta peur était seule, tu es un petit peu bien embêté. Tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne à pouvoir mettre des mots, à pouvoir reprendre cette réflexion. Et, et c'est là où je m'aperçois bah, finalement que le métier de coach ou même d'accompagnateur, celui qui accompagne les autres, sont importants qu'on partage de plus en plus des idées comme celle-ci. C'est-à-dire, ben, on ne sait pas, il faut questionner. Et la question, elle est importante. Et quelle Ouais. question se pose? Tu vois, pour moi, c'est ça qui est beau. C'est ça que j'apprécie, c'est que ça me fait penser à Emmanuel Lévinas. Tu connais avec Mhm. les visages, pour lui, l'infini, on ne peut pas réduire quelqu'un à un comportement ou à un mot, parce qu'il est immense, il est infini. Et c'est Mais oui. exactement ce que toi tu dis finalement, tu vois? Ouais, et c'est vrai, et tu vois, pareil, les émotions, aujourd'hui j'en parle parce que j'ai travaillé sur moi au départ. Mm. Et j'ai créé un cube des émotions pour mémoriser justement c'est quoi le besoin que révèle une émotion et mémoriser avec un objet parce que je me suis rendu compte que dans les ateliers, si la peur est écrite sur un objet, tu parles de la peur et du coup tu dissocies un peu la Mm. peur de toi et donc tu peux en parler plus facilement. Tu vois, tout ça, c'est des expériences d'animation en fait. Hein. J'ai aussi créé un jeu des signes de reconnaissance pour comprendre le lien entre comment tu reçois un feedback et tes émotions. Parce que le jeu, encore une fois, ça te permet de prendre du recul par rapport à des situations vécues et donc changer plus facilement et découvrir la diversité. Tu peux pas savoir pour un même feedback sur 10 personnes, il n'y en a pas un qui va ressentir la même émotion. Mm. Alors que c'est les mêmes mots d'une personne de confiance, ils sont tous différents. Mm. Donc c'est pour ça que faire des a priori sur comment devrait réagir l'autre, c'est bullshit. Et personne peut le faire, hein, on le précise, hein. Personne n'est capable de savoir ce que l'autre pense, du moins à ma connaissance. Et, je propose, est-ce que j'aimerais te poser une question, plutôt un partage. Est-ce que tu aurais une citation que tu aimerais partager qui reflète un peu notre échange et la thématique du feedback? Mmh. Non, c'est pas une citation, mais je pense Ouais. à, j'étais au TEDx Paris, il y a pas longtemps et il y avait un garçon qui s'appelle Jean Birnbaum, je crois il bosse au Monde, Mm. heu et il parlait du courage de la nuance. Hem Et ça m'a beaucoup touchée parce que,
Parce que je pense que être nuancé aujourd'hui, c'est courageux. Mmh. Et si j'en reviens tu vois, un des trucs très basiques aussi pour faire la différence entre ce qui est du feedback et ce qui est de l'ordre de jugement, quand tu as une phrase ou si je te dis, mais Frédéric, tu es toujours en train de, ou à chaque fois tu vois, ces adverbes qui généralisent en fait un propos, c'est pas bon. Ça veut dire que, enfin, en tout cas, la prochaine fois quand tu entends ça, si tu as un début de colère qui démarre, c'est normal, c'est Mmh. justifié. C'est-à-dire que l'autre est en train de généraliser son propos et donc n'est pas dans la nuance. Et le courage, c'est un élan du cœur. Ça, c'est Cynthia Fleury qui en parle aussi admirablement bien. Elle en a même fait une pièce. Et l'élan du cœur, voilà, tu vois, la nuance et l'élan du cœur, bah, je pense que là, voilà, si on cultive ces valeurs-là, on devrait aller de mieux en mieux. Mmh. C'est vrai, et même, moi je dirais, rajouterais à ça que si jamais vous êtes quelqu'un qui commençait, tu es toujours, et ben, se dire que peut-être c'est un point de départ et que, comme le dit Mélanie, qui est, et peut aujourd'hui, tu en es capable, peut-être tu ne sais pas, mais tu es capable d'apprendre à améliorer ta communication. C'est des choses qui s'apprennent et même si aujourd'hui ça paraît, difficile, on ne le fait pas seul. Si on n'a pas par exemple, si on n'a pas toi, Karine, est-ce que toi tu aurais des ouvrages, des personnes, des vidéos à recommander pour s'instruire, s'éduquer sur cette thématique? Ou peut-être toi-même tu partages du contenu? Hem, il y a les vidéos il y a Fasterclass qu'a monté Raphaël Messonnier je sais qu'il y a pas mal de ressources en ligne qui Mmh. sont bien foutues. C'est Stéphane Moriou, qui avait écrit ce bouquin, qui malheureusement est décédé, mais qui était reconnu comme le pape du feedback. Et je trouve Mmh. que son star est intéressant. J'aime pas trop les acronymes. À chaque fois, tu as un mec qui arrive sur le sujet du feedback, ils sont obligés de créer son acronyme. Mais Oui. cela étant dit, il met en avant cette objectivité et je trouve que c'est assez malin. Mmh. Après, tu as tout ce qui est qui relève de la CNV, mais qui est plutôt à utiliser pour soi. Mais ça aussi, tu as pas mal de ressources autour de Thomas Dansbourg pour travailler sur soi. Je trouve que c'est intéressant. Et après, vraiment, test and learn. En fait, Mmh. test and learn. C'est prendre un temps de qu'est-ce que j'ai pas osé dire, comment ce serait sorti? En général, c'est pas du tout entendable et comment je pourrais le dire? Et Mmh. tu y vas. Et un truc important, ne jamais commencer à s'entraîner avec des gens avec qui on n'est pas en confiance. On démarre avec les proches, les gens Mmh. avec qui on s'entend bien et on prévient en disant: «Je teste un truc comportemental un peu particulier, est-ce que ça te va que je teste avec toi?» Tu vois? Mais tu Mmh. passes un deal en fait Et et tu et et essayes. et j'ai enfin, je sais, une dernière question. Elle est difficile celle-là, Ouais. est-ce que tu es prête? C'est une question pour la championne, il faut une championne. Vas-y. Dans Test and Learn, Ouais. peux-tu me citer 3 principes sur lesquels prendre appui pour pouvoir y arriver? À adopter ce concept, cette méthode de test and learn. Est-ce que tu peux me donner 3 grands principes pour s'appuyer dessus, pour pouvoir faire le test and learn? En fait, mais tu fais bien. Attends, on est censé j'ai 2 minutes pour te répondre, on termine à Tu quelle heure? as enfin, on a tout le temps. Si tu as besoin de temps, OK, prends-le. Oui, je prends vais ton temps. je vais tâcher d'être concise, mais quand même, parce que tu me fais réfléchir à voix haute et dans ces cas-là, je sais pas combien de temps ça va prendre. Le test and learn, en fait, moi, je l'ai appliqué, donc c'est la boucle du Lean Startup, mais j'ai croisé avec la méthode scientifique. C'est-à-dire, imaginons, je bosse avec quelqu'un, qui me saoule. Après, il y a des trucs, tu vois, peut-être qu'elle me rappelle ma sœur, j'en sais rien, tu vois? Mmh. Mais ça fonctionne pas. Et donc, je fais un temps de réflexivité et je dois avoir un post sur mon fil où j'ai posté ce dessin qui est une boucle que j'appelle la boucle d'apprentissage, justement. Mmh. C'est, je pose une hypothèse, je la teste. Donc, une hypothèse de comportement. C'est-à-dire, la prochaine fois qu'il se passe cette situation-là, fort de ce que j'ai appris
l'inefficacité de ma réaction, tu vois. Donc, il se passe quelque chose, j'ai une interaction avec quelqu'un. J'en sors, je suis pas contente de moi. Je me dis, ah, c'est pas terrible. Je refais le match. Je me dis, OK, elle m'a dit ça, quelle émotion j'avais, comment j'ai exprimé mon émotion, quelle demande j'ai faite, est-ce que ça m'a permis de redescendre dans les tours émotionnellement? Oui, non. Si c'est pas le cas, j'aurais pu faire différemment. OK. Donc, next time, qu'est-ce que je fais? Mmh. Eh ben, peut-être qu'en réagissant plutôt de cette manière, eh bien, je vais me sentir mieux et donc je vais en tirer un apprentissage pour la fois suivante. Donc c'est vraiment, hypothèse, test, feedback, apprentissage et je retourne dans la vie. C'est vraiment de toute façon, la vie est une itération. Bon, et en faisant ça, je pense que le petit conseil important dans cette affaire, c'est quand je pose mon hypothèse, c'est de me dire à quoi je verrais objectivement que ce que je fais me fait du bien. C'est-à-dire quels sont les signes objectivement observables, de mon mieux-être. Donc je me dis, bah, si j'arrive à pas m'énerver ou à verbaliser ce qui me contrarie, derrière, eh bien, j'aurais exprimé mon émotion et je me sentirais moins chargée, moins agacée, plus joyeuse, plus dans l'ouverture vis-à-vis de l'autre. Et potentiellement, mon attitude sera, plus rayonnante. Voilà. Et ben, je teste. Et si je me plante, je vais bien voir qu'à l'intérieur, je suis un peu du scrogneugneux et: Mmh. «Ah, c'est pas ça encore». OK, pas de problème. Fort de cette deuxième expérience et de la première, où est-ce que c'est un peu mieux et qu'est-ce que je peux encore faire différemment? Mmh. Mais toujours, quand tu as une expérience scientifique, il faut que tu sois clair sur les résultats observables. Mmh. Et tu vois, si je tire le fil, il y a moi à l'intérieur, mon émotion, moi dans mon comportement et potentiellement, si on est sur le sujet du feedback, la relation avec l'autre. Mmh. Je vais pouvoir observer une amélioration de la relation, peut-être une amélioration sur l'aisance à se dire les choses, à se faire confiance, à se confier du boulot, à s'entraider. Voilà, tu vois? Mmh. Et donc, je mets mes curseurs. Donc après, je relève les compteurs, je suis dans les clous, je suis pas dans les clous et j'avance. Mmh. Est-ce que En ça répond à ta question? en fait, heu, c'est une réponse, heu heu, qui amène plus de questions. Mais si je dois te dire: «Est-ce que tu as répondu à ma question?» je ne pourrais pas dire «oui», parce que ta réponse amène d'autres questions. En fait, Ouais, peut-être que les questions, une fois posées, au bout du bout, quand on fera le motif général, là, je pourrais dire: «Ah, là, j'ai compris. Du coup, oui, tu as là, tu vois ce que je veux parce qu'en fait, c'est pas si simple. C'est pour ça non, que c'est c'est simple. pas si simple. En fait, même, avec, la réponse que tu as apportée, je me dis même que cela demande un tel niveau de culture et de connaissance pour faire ce que tu viens de dire, que ce n'est pas à la portée d'un néophyte, d'un débutant ou de quelqu'un qui n'est pas initié ou qui n'a pas été initié. En fait, toi, comment tu l'expliques, tu en parles, ça a l'air simple. Toi, tu défiles, tu amènes les questions, tu trappes les questions, pop, pop, on fait ça. Et en fait, parce que toi, tu as de la connaissance, toi, tu as de l'expérience, toi, tu vois ce que je veux dire? Tu es parti chercher, tu as testé, tu as learn, tu as testé beaucoup en plus. En plus, toi, tu as une posture face à l'apprentissage qui est aidante. Quand je t'entends que tu crées des concepts, tu conçois des animations, et tu y vas et après tu analyses. Cette posture-là, elle n'est pas à la portée de tous immédiatement et il faut être initié, il faut, que quelqu'un t'ait formé ou t'a montré cette voie, que c'est possible de faire comme ça, tu vois? Ouais non, mais tu as raison. En fait, c'est un design comme un autre, hein, mais effectivement, les étapes, si tu vois le schéma et que, tu essayes de les suivre, bah, petit à petit, tu vas mettre de la subtilité dans chacune des étapes. Mais déjà, de poser une hypothèse de comportement qui va permettre dans la relation d'aller mieux, tu vois? Et de la tester. Le feedback, quand je dis feedback, c'est feedback interne. C'est est-ce que ça fait le job ou pas? Est-ce que je me Mmh. sens mieux? Je veux dire, ça, je pense qu'on est tous capables
de sentir l'énergie à l'intérieur de soi qui est plus ou moins joyeuse, tu vois, ou Mmh. plus ou moins pas contente. Et du coup, qu'est-ce que j'en tire comme apprentissage? Ces étapes-là, tu peux quand même, je pense, en étant sans beaucoup de connaissances sur le feedback, tu peux déjà la tester. Parce que tu vas apprendre à te connaître toi déjà et tu vas apprendre à te faire confiance sur, En fait comment tu te comportes avec les autres. en fait, où je vois un cas où ça peut être difficile, c'est, tu fais l'exercice et là tu prends en pleine face une prise de conscience de ce que tu veux réellement et de ce que tu attends. Et tu vois ce décalage, tu vois ce que je veux dire? Ce décalage entre ce que tu croyais, ce que tu attendais et ce qui se passe, juste ce décalage, eh bien, ça peut être violent. Ça peut être extrêmement difficile à vivre et d'où l'importance que de rappeler que parfois, il est important d'aller voir un professionnel, soit un psychologue, soit, un coach, soit, quelqu'un qui s'y connaît, à qui on peut avoir confiance, qui a un cadre bien posé, établi. Enfin, là, il y a plein de critères pour choisir, mais voilà, ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels c'est peut-être simple sur le papier, de le faire, mais en le faisant, là, c'est autre chose parce qu'on passe en termes de ressenti, on passe, par rapport à ce qu'on a vécu. Il y a énormément de complexité. En plus, l'esprit humain, il est complexe et on peut même se raconter des histoires pour justement, valider quelque chose qui n'est peut-être pas validable, qui n'est peut-être pas OK, et si on n'a pas de référence ou un cadre extérieur pour dire: «Mais tu es sûr que ça, c'est OK?» Tu vois, il y a des comportements qui sont toxiques, qui sont nocifs, qui n'ont peut-être pas dans l'intention. Moi, je vois ça comme ça, par exemple, quelqu'un peut-être n'a pas d'intention de te nuire, mais par rapport à ce qu'il a vécu avant, par rapport à comment il est, il peut avoir des comportements qui sont néfastes pour le développement de la relation, néfastes pour l'autre. Et ça, bah, si tu as pas de référence et tu as pas de quelqu'un pour te dire: «Ah mais ça, c'est un peu bizarre quand même, tu trouves pas?» par rapport à lui, il a de l'expérience, et ben, ça peut être intéressant de moins d'aller voir un spécialiste ou un professionnel pour s'aider, tu vois? Ouais, je suis d'accord avec toi. Après on a quand même cette capacité d'identifier le «c'est pas OK». Et quelle confiance on a dans notre détecteur à ce comportement-là, il me convient pas. Alors, tu peux en parler aussi à des amis ou des gens Mmh. avec qui tu travailles pour croiser quand tu commences à avoir une idée un peu, comment dire? Fermée sur quelqu'un, d'aller checker ce qu'en pensent les autres parce que ça remet de l'ouverture et si effectivement les autres te disent: «Ah bah, c'est seulement maintenant que tu t'en es Mmh. rendu compte», bon, tu tiens un truc. Après, je pense que c'est intéressant d'aller voir, que ce soit un psy, un coach, ça va être selon le degré, mais c'est quand tu as cette fameuse pattern, en fait. C'est-à-dire, l'histoire se répète, euh, et malgré ton changement, ton ajustement de comportement, bah, ça se règle pas, quoi. Mmh. Et donc, c'est quelque chose, peut-être ça, c'est plus psy. Et après, le coach, c'est plutôt pour atteindre un objectif où tu as besoin, de structurer ton action. Voilà, je dirais le coach, il est plus là-dessus. Le psy, il est plus sur le pattern où en fait, il y a un truc que tu vois pas. Mmh. Il y a un truc que tu vois pas. D'ailleurs, quand tu parles de ça, moi je trouve ça intéressant, peut-être un jour je le ferai, c'est d'inviter un psy, un psychiatre et des coachs pour justement, que chacun puisse s'exprimer et de donner, quelle est la différence entre un psy, un psychiatre, un consultant et un coach? Heu et ça, c'est des choses qui sont importantes pour amener de la clarté sur le métier de chacun et finalement, moi personnellement, je trouve que ces métiers sont complémentaires, et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout savoir seul. Par exemple, je vais te partager une idée, c'est une expérience de pensée et tu me diras ce que tu en penses. Pour moi, la différence, là, je ne parle pas de définition, de cadre, mais vraiment, c'est une expérience de pensée, pour que tu puisses, approprier ma vision que j'ai de la différence entre ces métiers. Pour moi, si un niveau abstraction, vraiment, tu vas à un niveau vraiment élevé, c'est que chacun possède des idées. Des idées, c'est des connaissances qu'il a appris
Et en fait, dans la relation avec l'autre, qui est imprévisible, qu'on ne sait pas, il arrive un moment où il y a des choses où on a nécessité d'avoir certaines idées, certaines connaissances pour pouvoir accompagner l'autre. Et comme, puisque on ne peut pas tout savoir et qu'on est spécialiste dans certains domaines, par exemple le coach, dans regarder le changement, accompagner le changement vers quelque chose, le définir, le psy peut-être, il y a cette dimension de soin, soigner l'autre pour qu'il aille mieux, etc., etc. Eh bien, ça fait que moi, je me dis, bah, il y a la place pour tous et justement, on doit tous comprendre que nous sommes complémentaires, qu'on travaille ensemble sur des niveaux avec l'autre qui sont différents. Et qu'est-ce qui fait la différence pour moi? C'est le risque. À un moment donné, dans un accompagnement, peut-être tu me diras ce que tu en penses, mais il y a un risque. Et ce risque, il faut se poser la question en tant que professionnel, est-ce que moi, je prends le risque? Est-ce que j'ai les outils? J'ai les bonnes connaissances? J'ai le cadre? Ou est-ce que ça dépasse mon cadre? Est-ce qu'il faut un cadre clinique? Est-ce que la personne est en état d'être accompagnée? Est-ce que quand je discute avec elle, est-ce que elle me répond de manière normale ou est-ce qu'il y a une réaction qui est différente? Il y a les yeux qui tournent, ou je sais pas, il y a un agacement, il y a un blocage, tu vois? Il y a une dissociation. La personne ne sait même plus dire comment je me sens. Il y a et tout ça, ben, le coach, il peut être démuni s'il n'a pas cette notion de risque. Tu vois? Pour moi, le vrai critère, c'est le risque. Est-ce que toi, en tant que professionnel, tu prends ce risque? Parce que si tu le prends, tu as des responsabilités derrière. On ne sait pas comment l'autre va réagir. Est-ce que ton cadre de coaching peut contenir la réaction de l'autre? Et est-ce que ça va pas mettre en danger soi et l'autre et le nous? Et voilà, pour moi, c'est voilà, si un point de vue abstraction, c'est vraiment cette question de c'est les idées qu'on a, sur lesquelles on a travaillé, on a appris et comme on ne peut pas tout savoir, on a besoin de la nécessité des autres pour pouvoir mieux accompagner quelque chose qui est imprévisible. J'ai dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu en penses, à chaud comme ça? Avec je t'écoute avec attention. Alors, plusieurs choses. Déjà, le truc entre psy et coach, c'est que le coach, il va bosser sur le futur, et le présent et le futur, et le psy, il va aller voir dans le passé, et psychiatre d'autant plus, avec des médocs en plus. Donc, je pense que c'est important aussi. La grosse difficulté, je trouve, quand tu démarres en tant que coach, c'est que on est plusieurs à avoir eu ce truc-là, c'est que tu as envie de te former à plein de choses parce qu'en fait, tu apprends beaucoup sur toi. Mais tu es au stade, tu vois, on en parlait sur le feedback tout à l'heure, mais ça marche aussi là-dessus. Tu en es au stade où tu es un peu l'apprenti sorcier, quoi. C'est-à-dire que c'est Mmh. pas encore incarné, mmh, à l'épreuve du temps. Mmh. Donc le risque, c'est, de mélanger formation et coaching, et c'est pour ça que je te disais, je joue avec les postures et je vois bien, et j'ai parlé de servir les gens par rapport à formation, mais il se passe la même chose de vase communicant, entre, coach et formation. Il y a des moments où je vois que, je réfléchis à des grilles de lecture en accompagnant quelqu'un en coaching, et soit je fais un partage éthique en disant: «Écoute, j'ai super envie de te partager une grille de lecture, mais c'est pas du tout le sujet et je t'écoute». Mais il y a vraiment, pour moi, dans le coaching, tu as quand même plus quelque chose dans l'instant présent, et de croiser les regards. Tu vois, moi, j'ai appris avec Alain Cardon, où il y avait beaucoup de et si c'était, et si en face de toi, c'était quelqu'un d'autre, et si tu étais une petite araignée au plafond, qu'est-ce que tu verrais? C'est-à-dire permettre à l'autre de se détacher de son problème, de le regarder, et de le regarder de manière différente, Mmh. pour changer le regard et déclencher un faire autrement. Ce qui a rien à voir avec la connaissance, et donc il faut vraiment faire hyper attention à l'envie de partager ce qu'on vient d'apprendre ou ce qu'on a beaucoup utilisé pour soi, et cetera. Et c'est pour ça que moi je fais ponctuellement du coaching individuel, j'en fais très peu parce que je trouve que c'est hyper dur de se cantonner à faire que du coaching. Mmh. Donc, tu vois, mais là, les derniers coachings que j'ai faits, c'était pas des coachings. Moi, j'ai changé le contrat, mon contrat de base, en disant je peux bien être discussion partner, parce que ce que les gens venaient me demander, c'était de l'accompagnement à la prise de décision en réalité. Mais donc, ça méritait de partager des grilles de lecture et donc d'avoir aussi une posture de sachant. Mmh. Donc,
Donc je sais pas très bien, à part, tu vois, les coachs qui sont pas en supervision, et qui passent pas les différents niveaux, comment dire, des associations de coachs. Euh, Moi, en tout cas, si demain j'avais à choisir un coach, je ferais attention à ces critères-là. Mmh. Parce qu'il y a une rigueur à avoir dans ce métier qui, évidemment, se perd, et qui s'entraîne. Mmh. De remettre le cœur à l'ouvrage, tu vois, y retourner et aller se re-challenger, en passant le questionnaire, etc., pour avoir sa certif, MCC, ou enfin tous ces acronymes-là. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont au courant de tout ça, mais ouais, il y a une vigilance à avoir, parce que c'est très tentant de partager ses connaissances. Mmh. Là-dessus, on aura un point de désaccord, heu, Karine. Heu, je n'apprécie pas du tout les fédérations de coaching, ni les écoles de formation pour avoir suivi, mais ça sera peut-être pour une autre fois qu'on pourra en discuter parce que celui-là, c'est un sujet que j'aimerais prendre le temps d'expliquer pourquoi je suis contre, quels sont les éléments, les raisonnements qu'il y a derrière. Parce que, mais pour te dire un peu plus, pour pas te laisser comme ça, sans vision, c'est-à-dire que moi, en faisant une école de coaching certifiée, reconnue par une fédération ICF, j'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend des jours, de rencontrer des professionnels qui étaient MCC, avec l'étiquette, la reconnaissance de MCC pour avoir fait le nombre d'heures, d'avoir été sous supervision, et des PCC, etc. Mais dont tu parlais, et c'est pour moi quelque chose d'important, la rigueur, il y en avait pas. Et pourquoi je dis: «Il faudrait prendre le temps», parce que moi, j'ai défini le coaching à ma façon, par rapport à ce que j'ai appris, et c'est là où potentiellement, nous serons tous les 2 en désaccord et où il sera intéressant de discuter, peut-être, et de confronter nos raisonnements. Et pourquoi? Parce que c'est là où ça va permettre à dépasser certaines choses. Enfin, pour moi, moi, je trouve ça intéressant toujours d'exposer les raisons, les raisonnements qui amènent une définition, parce que c'est, pour moi, 99 des problèmes viennent de la définition. C'est-à-dire, si on se met d'accord d'abord sur une définition, normalement, ça va mieux, parce qu'on est tous d'accord sur quelque chose de départ, tu vois? Ouais, tu en as une sur le site de l'ICF avec les compétences du coach. Il y a, en fait, je sais pas, quand je pensais à l'ICF, de Fabrice Mézières. Mais comment te dire? Je suis Ouais, conscient des définitions de chaque fédération. J'ai suivi la formation, certifiée sur 9 mois. J'ai tout ça, mais pour moi, ça manque de rigueur, ça manque de précision, ça manque de clarté, et ça manque de professionnalisme dans le travail qui est fait. Pour moi, une fédération, ça doit être une institution qui donne les repères, et qui amène les novices, les débutants, vers un parcours pour se professionnaliser, d'être accompagné. Et pour moi, aujourd'hui, ces fédérations, je vais le dire peut-être plus clairement, pour moi, ces professionnels n'ont pas compris le coaching et n'ont pas su le définir, et ont donné une définition qui permette à plusieurs personnes de s'y reconnaître dedans, et ils n'ont pas adressé une définition qui permette de comprendre qu'est-ce que c'est que le coaching. Et pour moi, tu peux retrouver la définition du coaching sur ma page LinkedIn, et c'est, pour moi, leur définition est incomplète et ne permet pas à un coach professionnel, après avoir suivi une formation, de savoir coacher, ni de savoir qu'est-ce que c'est que le coaching. Et c'était mon cas. Et dans mon cas, si tu poses la question à d'autres personnes, tu auras le discours commun. Et j'ai été ravi. Là, on dépasse le cadre du feedback, mais je te le partage en tant que collègue, on peut dire, en tant qu'accompagnateur de la relation humaine. Bah, j'ai été heureux de voir d'autres personnes qui ont ce constat, qui ont pointé les défaillances, que ce soit sur le point de vue épistémologique, sur les études sur lesquelles ils s'appuient, sur les outils qui sont reconnus comme, qui sont pointés par la Miviludes. Et là, on peut parler de la PNL, on peut parler d'autres outils. Et c'est, moi, pour te dire, j'ai eu beaucoup plus de dégâts en faisant la formation que de connaissances. C'est-à-dire que le cadre de formation qui était mis,
les professionnels qui sont reconnus, qui ont des expériences, qui passent sur ICF, qui ont un niveau de connaissance, mais pas suffisant. C'est-à-dire, sont pas à la hauteur de ce que j'attendais d'une Mmh. formation certifiante. Et ça, j'ai vu les dégâts que ça fait chez les professionnels de l'accompagnement ensuite. Tu Je vois? comprends ce que tu veux dire. Tu sais, en fait, ce que je me dis en t'écoutant et d'ailleurs, moi j'y suis pas allée, hein, passer j'ai juste regardé les heures de vol. Ce que je trouve intéressant dans l'ICF, c'est cette histoire d'heures de vol. Enfin, j'appelle ça les heures de vol, mais c'est les heures de pratique. Parce Mmh. que le problème aujourd'hui, c'est que, tu vas prendre rendez-vous avec un coach, mais tu sais pas quelles sont son nombre d'heures de vol. Tu sais pas très bien qui l'a accompagné, c'est assez obscur. Et Julia de Funès qui tire à boulet rouge sur cette profession, malheureusement, il y a un fond de vrai, je trouve, parce que c'est un peu la foire au bordel. Et donc, ce que j'apprécie dans l'ICF, c'est d'essayer quand même de mettre de la structure. Après, je te rejoins sur, il y a des déconvenus, et en même temps, ça n'est que vu de notre fenêtre. Tu vois, en fait, il faut du commun. C'est-à-dire que pour avoir une grille de référence, il faut du commun. Et ça, je suis d'accord avec toi. Je suis pas sûre qu'elle existe vraiment, Mmh. mais l'ICF, disons que voilà, ça fait partie des moins pires. Moi, je dirais que pour choisir un coach, demandez au coach sa définition du coaching. Quelle est-elle? Parce que pour moi, je considère Normalement. comment? Quand tu envoies ton contrat de coaching, tu l'as, non? Oui, mais est-ce que c'est la définition d'ICF ou d'une fédération? Ou est-ce que c'est une définition qui contient à la fois, c'est où on peut voir son idéologie, on peut voir sur quoi il s'appuie, ses outils sur lesquels il s'appuie, les études sur lesquelles il s'appuie pour créer les outils. Enfin, c'est pour ça que je te dis, il faudrait prendre le temps de discuter parce qu'il faudrait définir qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement. Comment on le questionne, quelles sont les dimensions d'un accompagnement, qu'est-ce que c'est que le coaching? Et là, il faudrait voir est-ce que nous 2 on a la même définition et tu verras, si tu découvres ma définition, fais-moi un retour, tu verras que ma Ouais, je vais définition, elle est audacieuse. Elle est audacieuse, innovante et je dirais même, je suis incroyablement surpris qu'elle n'existait pas auparavant. Pour te dire à quel point c'est flagrant. L'association que j'ai faite du coaching et de l'autre domaine que tu découvriras, que je tease pour que tu vas voir, comme ça tu me dis vraiment, eh ben, tu vas voir qu'elle est audacieuse et qu'elle est réaliste. C'est-à-dire que pour moi, si on emprunte son chemin, eh bien, tous les coachs auront des repères solides sur lesquels s'appuyer. Pour te dire, avec cette définition que j'ai faite, moi, ça m'a permis de passer d'un coaching novice, d'un débutant, à un expert. Et à côté, tu verras que tu regardes mon profil, tu vas voir, c'est écrit qu'est-ce que le coaching? Et à côté, qu'est-ce qu'un expert? Et là, quand tu accouples ces deux notions, tu vas comprendre exactement pourquoi je suis aussi en colère, aussi frustré, aussi dégradé quand j'entends les fédérations, parce qu'il y a un passif, de un, et de deux, parce que moi, il y a une personne que, pour moi, si tu me demandes c'est qui le meilleur coach, il n'est pas coach, mais il s'appelle Philippe Mérieux. Pour moi, quand j'écoute cet homme, Philippe Mérieux, quand Ouais. j'écoute cet homme, c'est là que je me rends compte qu'est-ce que ça signifie avoir de la rigueur, avoir de la précision, avoir de la recherche de vérité et avoir de la justesse, la recherche de justesse. Quand j'entends cet homme parler de ce qu'il dit, je me dis c'est le meilleur coach qui soit. Si on veut apprendre le coaching, c'est en écoutant cet homme, c'est en découvrant ses idées à lui, parce que lui, il partage d'autres personnes qui ont d'autres idées. Et tout Mmh. cela dans une façon où on comprend bien que ce qu'il décrit, c'est du coaching. Et, 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 tu vas retrouver facilement, c'est Philippe Ah, je l'ai noté. Mérieux. C'est le, Attends, tu l'as je vais te l'écrire dans le chat. ouais, Juste bien. après, je t'envoyerai dans LinkedIn son nom. Ouais, Et on peut le trouver sur YouTube, on peut l'écouter partout. Voilà, c'est très bien. lui qui m'a donné et qui m'a permis d'arriver à ma définition du coaching et d'arriver non pas seulement à la définition, mais d'avoir une compréhension de qu'est-ce que c'était qu'un accompagnement. Qu'est-ce que c'était les finalités? Quelles sont les finalités que je veux moi quand j'accompagne quelqu'un? Et tout ça, ben, tu vas voir que quand tu écoutes cet homme, tu comprendras toute cette colère, toute cette, cette véhémence que j'ai contre une fédération parce que je me dis, mais il passe à côté, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce niveau? Quand tu compares, tu vois, tout à l'heure on parlait de feedback et je te disais, toi, ce qui était fort,
tu as construit tes échelles, tu as des références et du coup, en plus, ça te permet de toi de pouvoir positionner quelqu'un à une place, à sa juste place et quand tu Mmh. sais, par exemple, tu as le meilleur, tu as le moins bon et quand la personne arrive, quand tu le positionnes, tu fais avec où est la place de la personne. Tu vas pas apporter des attentes trop élevées. Non, tu vas faire une attente qui est suffisante par rapport à ses compétences et l'effort que ça va demander. Et petit à petit, tu augmentes. Tu vois, voilà. On pourra, voilà, il y a plein de choses à, Avec à- plaisir, ouais, pour, effectivement se demander, c'est quoi le coaching aujourd'hui? Parce que je pense ouais. que, enfin, vu le succès et de Gourou et des interventions de Julia, de Funès, il y a de quoi faire. Moi, je suis content qu'il y a ça parce que ça montre vraiment il y a un problème et pour moi, c'est une bénédiction qu'on en parle autant et qu'on pointe ces problématiques. Parce qu'au moins, on faut les montrer, il faut qu'ils voient, où est le problème pour que ça change. Sinon, ça change pas aussi, tu vois? S'il y a pas de cet élan, et moi, j'ai été ravi de voir ça et d'ailleurs, je vais te dire, j'ai proposé de parler coaching avec plusieurs professionnels. Malheureusement, personne, ils ont tous refusé. Peut-être parce Ah que bon? je suis oui, parce que ça les intéressait pas. Mais moi, je me dis, quand on est coach et qu'on refuse le débat d'idées, c'est quelque part qu'on ne sait pas ce qu'on fait. C'est quelque part que, on a peur de dévoiler ou de faire parler ses raisonnements. Toi, par exemple, tu es courageuse, tu es quelqu'un on ne se connaît pas, hein, il faut rappeler pour les gens Et puis qui non, arrivent et qui vont écouter. mais bien sûr, mais imagine, enfin, tu vois, si j'avais dit des grosses conneries et je m'en rends pas compte, enfin, tu vois, vive le feedback. C'est-à-dire que tu aurais pu me dire, mais attends, là, quand tu dis ça, c'est un peu bizarre parce qu'il manque, enfin, tu vois, tu aurais pu me donner un feedback en m'ouvrant bon, et ben, c'est le principe de la discussion, en fait. C'est-à-dire C'est que, exposer. Le débat, c'est quoi? Pour moi, le débat, c'est quoi? C'est ouais. exposer ses raisonnements. Pourquoi on croit à ce qu'on dit? Quels sont les éléments qui font qu'on dit que ça, on y croit et on peut avoir confiance? Eh bien, ça, c'est pas là pour convaincre. On n'est pas là pour convaincre l'autre. On est là pour exposer et l'autre, il entend. Et comme tu as dit, s'il y a quelque chose qui est bizarre, ben, il va te le dire. Il va dire, là, je suis pas d'accord. Là, il y a ça. Et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on découvre d'autres idées, des nouvelles idées. Par exemple, je savais même pas, tout à l'heure, tu as parlé d'un outil, heu et moi, je ne connais pas cet outil qui était en rapport avec le feedback, avec les étapes que tu as décrites. Le cycle de la dépendance, Ouais, euh, tu vois? comment elle s'appelle? C'est Catherine. Pareil, je vais te l'envoyer. Mais cela dit, je dois faire un post sur les interdépendances. Je dois le bosser pour un atelier. Du coup, Mmh. je me suis dit, allez en faire un post. Je te ferai un coucou en MP pour que tu ailles jeter un Ouais, œil. carrément et tu vois, bah, ça, c'est du nourrissage culturel pour moi. C'est-à-dire que tu apportes des idées que je ne connais pas, ça nourrit ma vision et pareil, quand on discute, bah, toi, tu vois un autre profil aussi. Tu vois un coach qui dit, il aime pas la fédération, il aime pas ce qu'ils font, il trouve ça nul et bah, ça aussi, tu te dis: «Ah, c'est bizarre et pourquoi je dis ça?» et bien, tu vois, ça c'est cet échange qui permet d'avancer et de grandir et ça reflète ce qu'on s'est dit au début. Il faut oser, dévoiler une part de nous, si on veut que l'autre puisse nous amener un peu de lumière sur des parts qu'on regarde pas ou qu'on n'a pas conscience, tu vois? C'est Ouais, tu vois, ça fait partie des éléments de confiance, hein. Tu ouais, as un triangle qui dit authenticité, empathie et logique. ouais et tu vois, ces termes pareils, c'est des termes extrêmement profonds qui ont un sens et juste aller regarder juste un mot, ça peut prendre toute une vie. Tellement il y a une profondeur derrière chaque thématique. Parce que ça quand tu vas ouvrir, par exemple, l'empathie, tu vas essayer de le définir et quand tu vas essayer de définir, tu vas t'apercevoir, bah, que tu as la définition, mais il y a plusieurs qui en parlent et et là, bah, il faudra peut-être aller regarder parce que ça peut être intéressant et dans ce qui en parle, il y en a qui disent A, l'autre qui disent le contraire de A et là, bah, ça se pose la question: «Comment je choisis?» comment tu vois, il y a plein de questions. Frédéric, c'est l'histoire de ma vie. Je tire de la confiance depuis un certain temps, oui, parce que tu vois compassion, sympathie, mais tellement. Et en même temps, quelle richesse, quoi. Ouais. Quelle richesse. C'est toute une vie et ça, j'aime beaucoup, en tout cas, je tenais à te le dire.
J'aime beaucoup ta façon de voir, ta posture face à l'apprentissage et même, je trouve ça remarquable, ta capacité de ta flexibilité. On pourrait même dire ta résilience. Tu vois? Le Mmh, mot, ta résilience et pour moi, résilience tout de suite égale flexibilité. Tu as su mmh. tu es vraiment quelqu'un qui y va, quoi. Ça, c'est impressionnant, c'est remarquable. Moi, je trouve ça Oui, ça me touche. incroyable. Tu vois? C'est incroyable. Quand j'entends tes histoires que tu me racontes, je me dis: «C'est des moments en forte intensité», mais toi, tu es là, tu les vis à fond et tu les analyses à fond et tu améliores à fond, tu vois? Ouais, tout à fond. Mais c'est rigolo parce que ça fait grandir vite, en fait, Ouais tu vois? et ça Et ça, c'est la vie. En plus, moi, j'ai 4 enfants, tu vois? Et ça va de 10 à 22, donc comment je fais, moi, pour me rebooter suffisamment pour pas leur transmettre, des choses qui m'ont pas plus petite et sans leur refiler des casseroles cheloues, sans faire exprès. Donc, bah, plus moi je suis mature, plus c'est facile aussi et en même temps sans en restant maman et pas être coach, voilà. Donc c'est un apprentissage du quotidien ouais. et ça apprend l'humilité aussi, ouais, beaucoup, beaucoup. En tout cas, bah, je propose qu'on s'arrête ici pour, Ouais, notre entretien. J'ai beaucoup apprécié. Est-ce que toi, tu aurais moi un aussi. mot de la fin? Écoute, merci infiniment. Je trouve que ce que tu fais comme exercice est assez difficile parce que, on se connaît pas, on s'est pas parlé avant, on n'a pas préparé, donc tu as une capacité aussi à écouter, à rebondir, à parler de ta curiosité de manière très spontanée, ce qui est très joyeux. Et moi, tu vois, je suis rentrée dans le truc avec grand plaisir. Donc, bravo aussi pour ce talent-là, parce que je ne sais pas depuis quand tu as développé cette activité d'interview, je ne sais pas comment ça s'appelle, Mmh. mais tu es à l'aise avec ce rôle-là et ça a l'air de te plaire. Ça a été très joyeux, en tout cas. Merci Ouais. beaucoup. Ah bah, là, ça me touche venant de toi, je sais à quel point tu as une bibliothèque assez conséquente. Quand j'entends ça, moi, ça me fait plaisir. Je me dis: «Ah, ça» j'ai même, comment on dit ça? J'ai les chevilles qui gonflent. Ça se fait, ça leur fait du bien aux chevilles de gonfler de temps en temps. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais je l'ai mis en étiquette, en tout cas sur LinkedIn: «Je suis le meilleur coach professionnel», Mais et j'ai adoré, moi je suis incapable d'écrire un truc pareil c'est et je suis vrai? très émerveillée. Ah ouais, je me suis dit: «Putain, il envoie le mec, bien sûr, mais ouais, c'est pas du tout mon karma», tu vois? Et je suis très admirative et je trouve c'est génial, tu vois? Bah, voilà, la richesse de l'humain, Ouais. on a on a Et on et a je dois vraiment préciser, ce n'est pas juste un titre, il y a vraiment des fondements derrière, attention, sinon je l'aurais pas mis, parce que sinon je me serais fait attaquer. je me doute, je trouve ça génial. Bravo pour ça. Eh bien, je te remercie, je coupe le live et Ça roule. on se dit peut-être à bientôt pour un nouvel échange, avec grand plaisir en tout cas pour t'accueillir. Ça marche. Merci beaucoup Frédéric, c'était un plaisir.